pourquoi est-ce que tout d'un coup, depuis une dizaine d'années, on a une question qui ne se posait pas, qui tout d'un coup devient prégnante. Une des raisons centrales, c'est qu'en réalité, on voit bien que les États membres et l'Union européenne sont face à des défis qui sont absolument considérables et les traités sont figés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun État membre va se lancer dans une révision des traités parce qu'on sait que cette révision des traités ne pourra pas marcher, il faut qu'elle soit adoptée par chacun des États membres. Donc du coup, pour pouvoir répondre aux défis, l'Union européenne, en fait, elle pousse sur ses compétences. Et donc, il y a un effet tectonique des plaques. C'est-à-dire que poussant dans ses compétences, en essayant de briser un peu l'étau des traités, en réalité, à ce moment-là, elle se heurte à la souveraineté des États membres. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute! L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Cette prédiction connue, formulée par Jean Monnet, nous invite à l'optimisme. Si l'on regarde les crises que traverse l'Union européenne, peut-on dire que l'Union européenne traverse une crise juridique ou institutionnelle et que le droit européen serait en crise au moment où sa primauté est remise en cause ou grignotée par plusieurs cours constitutionnels qui veulent laisser une certaine primauté à leurs propres droits nationaux? Ou au contraire, ce débat d'experts sur la primauté du droit européen serait-il stérile et le droit européen et les institutions européennes nullement en danger? Pour tenter de trancher cette question, à mon micro, mon associé, Emmanuel Mignon, que je suis ravi d'accueillir. Sorti major de l'ENA, Emmanuel a partagé sa carrière entre le Conseil d'État et des fonctions politiques puisqu'elle fut l'une des conseillères de Nicolas Sarkozy pendant 8 ans. En 2015, Emmanuel rejoint notre cabinet en qualité d'associé au sein de notre équipe droit public et depuis 2023, elle dirige notre bureau de Bruxelles. En dehors du cabinet et de ses dossiers, même si ceux-ci la suivent parfois jusque dans les Alpes, Emmanuel a une passion. La montagne, l'alpinisme, le ski, la randonnée. Et lorsqu'elle m'en parle avec une réelle ferveur, j'apprends au détour de la conversation, tout d'abord qu'Emmanuel peut faire des rencontres inattendues avec des loups ou même un ours polaire. Et puis, Emmanuel m'apprend également ce simple fait, tout aussi simple que mystérieux, on marche et on skie plus vite la nuit. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Emmanuel, cette primauté du droit européen sur les droits nationaux a en fait évolué, pourrait-on dire, en 3 phases successives. Le temps 1 de ce séquencement, ce serait les prémices de cette primauté qui, en fait, n'étaient pas initialement inscrites dans le traité de Rome. Tu peux nous en dire un mot ? Alors effectivement, lorsque le traité de Rome a été négocié, il était prévu que le droit de l'Union européenne devait primer sur les droits nationaux. C'était assez naturel parce que si le droit de l'Union européenne ne prime pas sur les droits nationaux, il n'y a pas de marché qui se constitue et il n'y a pas d'Union européenne qui se constitue. Mais les négociateurs ont préféré ne pas l'inscrire dans les traités parce que quelques années auparavant, il y avait eu la communauté européenne de défense qui avait échoué. Sans doute d'abord parce que le projet n'était pas mûr et ensuite parce qu'elle empiétait trop sur la souveraineté des États. On était quand même assez peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, craignant qu'il y ait de nouveau un échec, les négociateurs du traité de Rome ont préféré rester silencieux sur le principe de primauté, de façon à ce que le traité de Rome puisse être adopté, validé par les différents États, enfin les 6 États qui participaient à ce traité. Effectivement, c'est ce qui s'est passé et c'est en 1964 que la Cour, à l'époque, Cour de justice des communautés européennes, qui est devenue plus tard la Cour de justice de l'Union européenne, a inscrit le principe de primauté, donc dans la jurisprudence très connue Costa contre Enel de 1964, dans lequel tout est dit. Il est dit que le droit communautaire prime sur les droits nationaux. Implicitement, c'est toutes les normes de droit, y compris les normes de droit constitutionnelles. Et puis après, la Cour de justice va le dire de manière un peu plus nette, parce que visiblement, il y avait des États qui n'avaient pas bien compris. Donc elle va redire en 1970 que ça s'applique également à la Constitution. Et puis en 1978, dans un autre arrêt très connu, Simmental, elle va dire le droit communautaire prime sur toutes les normes et il appartient à toutes les autorités nationales, y compris les juges constitutionnels, les juges internes, les cours suprêmes, etc., d'écarter le droit national lorsqu'il est contraire au droit de l'Union européenne. Alors ça, c'est le temps 1. Et puis, on a le temps 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 90, cette primauté du droit européen va se révéler en fait plus mordante. Et j'allais dire aussi, entre guillemets, plus gênante. Alors, que se passe-t-il dans cette deuxième phase ?
Alors, les pays vont accepter le principe de primauté. En France, ça va coincer un petit peu, mais pas sur le principe de primauté, puisque nous, de toute façon, la France, depuis 1946, elle était passée en régime moniste, c'est-à-dire qu'il y avait un article dans la Constitution, c'est aujourd'hui l'article 55, qui vous dit que les normes internationales et les normes communautaires, c'est une forme de droit international. Il est marqué que les normes internationales et les normes communautaires priment sur le droit interne. Donc, ce qui a posé problème en France, c'était de savoir qui contrôlait. Est-ce que c'était ce qu'on appelle le juge ordinaire, c'est-à-dire les tribunaux ordinaires sous le contrôle du Conseil d'État et de la Cour de cassation, ou alors est-ce que c'était eux ou est-ce que c'était le Conseil constitutionnel? Donc là, ils se sont un petit peu disputés. Le Conseil d'État, avec sa grande habitude d'être très respectueux de la volonté du législateur, ne voulait pas le faire, pensait que c'était au Conseil constitutionnel de le faire, etc. Bon, finalement, on finit par trouver un équilibre. La difficulté de savoir quel juge devait le faire finit par trouver son équilibre et les débats se terminent avec la fameuse décision Niccolo en 1989. Alors, l'idée de la primauté du droit de l'Union européenne sur la loi nationale pose pas vraiment de difficulté. Mais en revanche, là où il y a un énorme non-dit dans cette période, où personne ne parle du sujet qui est derrière, en fait, c'est la primauté du droit de l'Union européenne sur les constitutions. Personne n'en parle parce que c'est un peu un sujet tabou. Parce que là, on est face à une aporie ou à une espèce d'impasse. Parce qu'il y a une position irréconciliable entre les États membres et le droit de l'Union européenne et en particulier la position de la CJUE. C'est-à-dire que pour les États membres, le droit européen prime sur les normes nationales, mais la constitution des États membres prime sur le droit de l'Union européenne. Ça, c'est dans les ordres juridiques internes. Alors que pour la Cour de justice de l'Union européenne, dans sa logique internationale, communautaire, le droit communautaire doit primer sur les constitutions. Donc là, on a une aporie. Alors, on va réussir à vivre avec cette aporie parce qu'en réalité, il ne se pose jamais de problème. Pourquoi il ne se pose jamais de problème? Parce qu'en fait, l'Union européenne, qui est encore que la communauté à l'époque où les communautés, elle fait surtout du droit économique et donc finalement, elle heurte ni les droits fondamentaux, les droits des personnes, ni les questions de souveraineté essentielles. Elle va pas sur le terrain des forces armées, elle va pas sur le terrain de la sécurité, de la répression des infractions, etc. Donc, on est dans une période dans laquelle on sait qu'il y a un problème, mais finalement, c'est un problème qui se pose pas, donc personne n'en parle. Alors, on arrive au temps 2. En gros, ça commence avec le traité de Maastricht en 1992. Là, on fait un saut en termes de compétences dans l'Union européenne. Et donc, à partir de cette date-là, l'Union va continuer à augmenter ses compétences, mais ces compétences vont commencer à mordre sur des questions, alors là, qui deviennent beaucoup plus sensibles sur le plan constitutionnel. Alors, elle va s'intéresser aux problèmes de justice, coopération pénale. Elle va s'intéresser aux problèmes d'asile et d'immigration. Et progressivement, finalement, au bout d'un moment, elle va finir par heurter les constitutions. Elle va finir par rencontrer soit les droits, de manière un peu simplifiée, j'appellerais les droits de souveraineté, c'est-à-dire le droit que tout pays a de protéger sa sécurité nationale, de protéger l'indépendance de la nation, d'avoir à sa disposition la force armée, et puis également les droits fondamentaux. Alors, cette deuxième période, dans laquelle il va y avoir une confrontation entre les normes constitutionnelles et les normes du droit de l'Union européenne, elle va au départ très bien se passer. Parce que d'abord, il y a du dialogue des juges, donc chaque juge se sent un peu responsable et essaye d'éviter les conflits de jurisprudence. Et puis deuxièmement, il y a un storytelling formidable qui va se mettre en place. Alors ce storytelling, il nous vient de deux juristes, de deux professeurs de droit belges, qui s'appellent Michel van de Kerkhove et François Host, et qui vont nous expliquer, écoutez, vos affaires de hiérarchie des normes, qui est au-dessus de qui, etc. En fait, c'est complètement has-been. Donc on va vivre une période assez irénique, dans laquelle chacun, je caricature un peu évidemment, mais chacun applique ses normes, mais de toute façon, c'est pas très grave parce que les normes sont les mêmes. Alors ça, c'est le temps 2. Et alors, sur le temps 3, c'est là où tu décris une espèce de phénomène de ciseaux avec deux principes ou deux approches qui s'affrontent. Alors, quelles sont les deux branches de ce ciseau ? Alors, le temps 3, qui en gros commence depuis une dizaine d'années, c'est qu'en réalité, on a une espèce de réveil des cours suprêmes qui viennent expliquer non, que parfois le droit de l'Union européenne peut entrer en conflit avec les constitutions et que dans ces cas-là, ce sont les constitutions qui priment. Et donc, il y a deux attitudes en fait. Il y a d'abord l'attitude qu'on pourrait décrire celle de la France. C'est peut-être celle que tu allais évoquer d'abord. Est-ce que tu peux commencer par ça avant d'évoquer le deuxième principe ? Alors, il y a effectivement deux manières de faire, sachant qu'il y a des pays, notamment l'Allemagne, qui fait les deux. Première manière de faire, c'est invoquer son identité constitutionnelle. Alors, son identité constitutionnelle, c'est quoi ? C'est de dire, c'est vrai que les normes sont en réseau, c'est vrai que je peux avoir des normes constitutionnelles qui sont également protégées par le droit de l'Union européenne et à ce moment-là, il n'y a pas de problème de conflit, mais il peut y avoir également des principes dans ma constitution qui ne sont pas protégés par le droit de l'Union européenne. Et donc, dans ces cas-là, ce principe qui
ne figurent pas dans le droit de l'Union européenne, mais qui figurent dans notre corpus constitutionnel, à ce moment-là, l'identité constitutionnelle va l'emporter par rapport au droit de l'Union européenne. Alors ça, c'est la première manière de remettre en cause par la Constitution, par les principes constitutionnels, la primauté du droit de l'Union. Et la deuxième manière, donc, à laquelle tu allais venir, mais je pense qu'on a tous les deux la même idée en tête, c'est l'Allemagne qui, elle, propose un contrôle de l'ultra vires. C'est bien ça? Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a la République tchèque, il y a le Danemark. Alors, le contrôle de l'ultra vires, c'est de dire, là aussi très simplifié, c'est j'écarte le droit de l'Union européenne lorsque l'Union européenne est allée au-delà des compétences qui lui ont été conférées par les traités. Alors ça, c'est une remise en cause encore plus radicale parce qu'il y a quand même un principe de base dans le droit de l'Union européenne, c'est que celle qui est garante des traités, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, et celle qui peut dire l'Union européenne est allée trop loin dans l'exercice d'une compétence, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, l'Allemagne, elle avait annoncé cette jurisprudence dès 2009 dans le contrôle qu'elle avait fait sur le traité de Lisbonne. Et puis, c'était un peu passé inaperçu. Et elle l'a fait de manière spectaculaire pendant la période Covid en 2020, en remettant en cause, en disant que la politique de la Banque centrale européenne qui consiste à racheter les dettes des États, donc ce qu'on appelle la politique d'assouplissement quantitatif, en venant de l'Allemagne, vient dire ça, c'est contraire au traité. Dans les traités, il est totalement prévu qu'on ne fait pas de relance économique par de la facilité monétaire. Donc, elle remet en cause ce que fait la BCE. Ce qui est intéressant dans le contrôle de l'ultra vires, et ce qui fait que c'est pas totalement dénué de pertinence sur le plan constitutionnel, c'est l'idée de dire que quand il y a une frontière, et il y a une frontière de compétence entre l'Union européenne et les États membres, eh bien, il faut qu'il y ait deux gardiens à la frontière. Donc la CJUE, elle est un des gardiens de la frontière, ça c'est sûr, mais les États membres aussi peuvent être un des gardiens de la frontière. Vous écoutez On the Legal Side, la série de podcasts d'Auguste Debouzy. Je suis Philippe Durand et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui mon associé Emmanuel Millon qui nous parle de la primauté du droit européen. Le 9 juin 2024 vont se tenir les élections européennes. Comment tu replacerais ces défis, cette tourmente qui anime ce principe juridique de la primauté du droit européen sur les droits nationaux? Comment replacer ces attaques, ces défis dans le contexte des futures élections? La première chose qu'il faut essayer de comprendre, même si évidemment c'est des phénomènes qui sont complexes et il y a pas un seul facteur explicatif, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, depuis une dizaine d'années, on a une question qui ne se posait pas, qui tout d'un coup devient prégnante. Une des raisons centrales, c'est qu'en réalité, on voit bien que les États membres et l'Union européenne sont face à des défis qui sont absolument considérables et les traités sont figés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun État membre va se lancer dans une révision des traités parce qu'on sait que cette révision des traités ne pourra pas marcher. Il faut qu'elle soit adoptée par chacun des États membres. Donc du coup, pour pouvoir répondre aux défis, l'Union européenne, en fait, elle pousse sur ses compétences. Et donc, il y a un effet de tectonique des plaques. C'est-à-dire que poussant dans ses compétences, en essayant de briser un peu l'étau des traités, en réalité, à ce moment-là, elle se heurte à la souveraineté des États membres. Je crois que c'est ça la raison première de ces difficultés. Mais est-ce que tu penses que les institutions européennes pourraient être la réponse à ce problème de primauté? Est-ce que la Commission ou la Cour de justice de l'Union européenne pourrait être la solution à ces défis auxquels fait face le principe de primauté du droit européen? Toute la difficulté de ces jurisprudences, sur l'ultra vires d'un côté ou sur l'identité constitutionnelle de l'autre, c'est qu'en fait, elles sont extrêmement plastiques. C'est-à-dire que n'importe quel pays, d'abord, peut changer sa constitution, puis par ailleurs, c'est très plastique, parce que dans les principes de l'identité constitutionnelle, il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, il est évident que en France, il y a le principe de laïcité et que dans le droit de l'Union européenne, il n'y a pas le principe de laïcité. Mais dans l'identité constitutionnelle, il y a aussi les principes dont les juges suprêmes considèrent qu'ils ne sont pas défendus aussi bien par le droit de l'Union européenne et par leur droit interne. Alors ça, c'est extrêmement plastique. On met ce qu'on veut là-dedans. Donc si tous les États commencent à jouer avec ça, ça va être le désordre dans l'Union européenne. Et c'est sûr que c'est pas le désordre dans l'Union européenne qui va régler le problème. Alors, première possibilité pour la Commission et la Cour de justice, c'est de taper du poing sur la table et c'est de dire, ça va pas, on vous met en manquement et vous pouvez pas faire ça. Ça, on peut le faire sur des pays de moyenne importance. Et d'ailleurs, la Commission l'a un peu fait. Alors maintenant, quand on a plusieurs cours suprêmes qui font ça, et y compris des cours suprêmes très importantes, à savoir les cours suprêmes françaises et la Cour constitutionnelle allemande, taper du poing sur la table, c'est pas une solution. D'abord, la solution, elle est clairement, alors ça, évidemment, ça heurte le sentiment des peuples, que tout ça se fait dans leur dos, etc. Mais la solution, elle est évidemment d'abord dans le dialogue des juges. C'est-à-dire que c'est aux juges de s'arranger pour éviter qu'il y ait trop de divergences de jurisprudence, que le principe de primauté soit trop facilement remis en cause, etc. Et deuxième élément de la solution, il faut que le dialogue soit dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut que les cours suprêmes agissent de manière responsable, qu'elles brandissent pas l'identité constitutionnelle ou l'ultra vires à tire-larigot, et pour l'instant, elles ne l'ont pas fait. Et il faut de l'autre côté que la Cour de justice de l'Union européenne accepte aussi
peut-être de faire un peu d'introspection et de regarder dans quelle mesure, à certains moments, elle n'a pas été excessive dans sa jurisprudence et dans son interprétation trop constructive ou trop large des compétences de l'Union européenne. Donc, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin pour éviter les conflits. Emmanuel, je voudrais terminer par une espèce de coup de projecteur, si tant est qu'on puisse le donner, parce que ma question sera peut-être pas très facile, mais si on se place au niveau des entreprises, est-ce que tu penses que, les entreprises que nous conseillons, est-ce que tu penses qu'il serait pertinent, cynique, voire inutile pour ces entreprises de s'appuyer sur ce recul de la primauté du droit européen pour tenter d'en profiter d'une manière ou d'une autre, ou au contraire, faut-il qu'elles s'en inquiètent ? Il faut qu'elles s'en inquiètent parce que ce que détestent le plus les entreprises, c'est l'insécurité juridique. Les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est des normes, si possible pas trop. Là, c'est vrai qu'on est dans l'excès, mais si possible pas trop. Mais surtout, elles veulent de la clarté et de la possibilité d'anticipation. Donc là, on est dans une très grande zone d'incertitude juridique. Donc je pense que pour les entreprises, c'est plutôt un motif d'inquiétude. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Philippe. D'avoir partagé avec nous aujourd'hui ton analyse sur ce principe clé du droit européen, qui est la primauté du droit européen sur les droits nationaux. S'il s'agit d'un débat d'experts, on comprend bien cependant que c'est l'avenir de la construction européenne qui se joue ici. Ce vent de rébellion insufflé par certains juges constitutionnels nationaux constitue une menace dressée contre l'harmonisation juridique au sein de l'Union, même si j'ai bien entendu que le dialogue des juges pourrait être une solution, telle que tu l'as décrite tout à l'heure, Emmanuel. Enjeu juridique, certes plus feutré et complexe que les autres, mais défi bien réel au moment des élections européennes de 2024. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt.